Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce set fait très intellectuel, mais je vous assure que j'ai lu les livres, hein. Ils sont très bien d'ailleurs. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet qui revient assez souvent chaque année, notamment l'été dernier après l'assassinat de George Floyd, où la bien pensante et ravissante plateforme HBO Max avait décidé de supprimer temporairement Autant n'emporte le vent. Un vrai message de soutien. C'était un film de 1939 et la plateforme a ressenti le besoin de le recontextualiser. Mais moi j'ai surtout envie de vous parler de censure pure et dure, celle qui vous empêche de parler et celle qui a amené certains réalisateurs vers des procès, voire de la prison, pour avoir exploré des points de vue et interprété des choses. Le cinéma a longtemps été et a toujours été touché par la censure, qu'il s'agisse d'un lobbying puissant, d'un gouvernement qui veut faire taire des choses, ou qu'il s'agisse d'une communauté qui n'accepte pas un point de vue différent ou qui se sent attaquée par des propos que pourrait contenir un film. Et à une période où la liberté de dire, de filmer, d'interpréter ne cesse d'être remis en question, j'ai envie de revenir sur 8 films dans l'histoire qui ont été censurés et qui nous prouvent finalement que ce que nous vivons actuellement n'est pas nouveau. Pour ce premier film, nous remontons en 1915, à une époque où le cinéma est à son apogée. Le film est considéré par beaucoup d'historiens comme le tout premier long métrage de l'histoire du cinéma et le tout premier blockbuster. Il reste 48 semaines au cinéma et connaît un succès retentissant, faisant de lui le film le plus rentable de l'histoire à son époque, avant d'être détrôné par Autant n'emporte le vent en 1939. Je vais rester un peu plus longtemps sur celui-là pour vous expliquer un peu le film. Alors pourquoi un succès aussi énorme et pourquoi est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? Eh ben c'est parce qu'il a révolutionné énormément de techniques de cinéma qu'on utilise encore maintenant. Le réalisateur du nom de Douglas Griffith marque un élément important dans l'histoire du cinéma avec Naissance d'une nation. Il varie le cadre de ses scènes en travaillant avec divers valeurs de plan et d'angles de caméra. Ses prises sont souvent raccordées avec des coupes, ou directes ou franches ou en fondu. Il ne s'agit donc plus d'un tableau où la caméra filme toute une scène sans bouger, mais bien d'un montage rythmé. Tout son montage sera une référence pour des futures lois de cadre afin de bien filmer un dialogue par exemple. Le film a aussi une narration très fluide et il arrive à faire adhérer son idéologie au public, afin de mettre l'emphase sur des personnages importants du film. Mais à sa sortie, le film fait aussi l'effet d'une bombe car il est très connu pour être raciste et vicieux. Griffith prend des comédiens blancs grimés pour jouer les rôles des principaux personnages noirs, car jusqu'à l'obtention des droits civiques, les noirs américains ainsi que les amérindiens ne devaient pas se mélanger aux américains blancs à cette époque. Le film glorifie aussi le Ku Klux Klan, le Ku, vous avez compris, un groupuscule raciste très connu qui se servira d'ailleurs du film comme propagande et donnera un deuxième souffle de vie au groupe. Bref, Naissance d'une nation a une popularité très impressionnante autant par son style très révolutionnaire que par son discours très raciste. Le film est d'ailleurs adapté d'un roman intitulé The Klansman, dans lequel l'auteur y fait l'apologie du KKK. Griffith avait vu dans ce livre une opportunité de raconter une histoire dans une époque de réveil de ce groupe. Et à ce moment-là, l'état d'esprit des gens était encore extrêmement fermé concernant la liberté et la représentation des Afro-Américains. Griffith a voulu le mettre en avant en respectant les lois de l'époque qui consistaient à ne pas mélanger les couleurs de peau. Donc finalement, Griffith avait une vision assez optimiste de l'avenir des Afro-Américains. Alors qu'on regarde le film maintenant, on voit qu'il est raciste. Et l'année d'après, le réalisateur essaiera de se réconcilier avec le grand public en réalisant Intolérance, qui est une sorte de film où il s'excuse. Il sera produit par les recettes de Naissance d'une nation, mais le film sera beaucoup moins intéressant. Le film a subi de nombreuses censures ces 100 dernières années avant d'être recontextualisé. Entre les années 25 et les années 60, beaucoup de longs métrages parlent de la guerre avec l'interprétation personnelle du réalisateur. Et beaucoup d'ailleurs se feront descendre par la critique ou interdits dans certains pays. Ça a été le cas par exemple pour le film RAS sorti en 1973 qui porte un sujet lourd concernant la guerre d'Algérie. Mais celui dont j'ai envie de vous parler pour citer l'exemple de cette époque, c'est La Grande Illusion, réalisé par Jean Renoir en 1937. L'histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale et des généraux français se font faire prisonniers dans des prisons allemandes. Pour les historiens cinéphiles, La Grande Illusion est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Renoir dessinera l'aventure de ces soldats dans un ton léger, avec des soldats allemands loin d'être diabolisés, sympathisant avec les Français, sans pour autant être laxiste. Il marquera aussi un puissant esprit d'honneur et d'estime en filmant un capitaine allemand avoir du respect inconditionnel pour son homologue français. Mais vous vous en doutez, au vu de l'époque à laquelle il est sorti, le film n'a pas plu à tout le monde. Le film sera interdit de diffusion en Allemagne et en Angleterre car jugé antipatriotique et trop pacifiste. Par contre, aux États-Unis, Roosevelt dira que tout bon démocratique se doit de le voir. Après la Seconde Guerre mondiale terminée, Renoir a dû supprimer pendant de longues années des dialogues et des parties du film. Notamment une des scènes finales où Jean Gabin tombe amoureux d'une Allemande. T'es borné ces nazis, hein, putain.
Vous n'avez sûrement jamais entendu parler de ce film, mais pourtant le réalisateur a été condamné à de la prison ferme après sa diffusion. René Vauthier est un scénariste et réalisateur français, ancien résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1949, la Ligue française de l'enseignement l'envoie en Afrique pour réaliser un documentaire sur les conditions de vie dans les villages de Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Soudan. Mais ce documentaire est en fait destiné à mettre en valeur la mission éducative de la France dans ses colonies là-bas, afin de montrer aux collégiens et lycéens comment vivent les villageois d'Afrique française. Cependant, évidemment, en arrivant là-bas, René Vauthier est choqué par les conditions de travail des Africains et du résultat de la colonisation à l'égard des plus pauvres du pays. Acharnement au travail, pauvreté et soins absents pour les enfants malades, le réalisateur va donc décider de filmer les vraies conditions de vie des villages de l'époque. En revenant en France, la police arrive à saisir toutes les pellicules du film avant d'en interdire la diffusion. Mais ce bon vieux René parvient à sauver quelques pellicules pour réaliser du coup Afrique 50, un documentaire de 20 minutes, qui est du coup un documentaire purement anticolonialiste. Cette sortie clandestine va lui coûter cher car le film sera interdit pendant 40 putains d'années. Et René Vauthier sera condamné à 1 an de prison ferme avec 13 chefs d'accusation. Le documentaire sera cependant perçu comme un chef-d'œuvre, et à sa sortie de prison, Vauthier rejoindra clandestinement l'Algérie afin de soutenir son indépendance et continuera de réaliser des films très controversés. Si vous voulez voir le documentaire, il y a une version de 17 minutes sur YouTube, et il reste très intéressant quand on voit dans quel contexte il a été fait. La critique de la guerre continue encore à cette époque avec Les Sentiers de la Gloire, 4e long métrage du grand Stanley Kubrick. Un réalisateur qui sera d'ailleurs beaucoup habitué à la censure, notamment avec Lolita accusée de pédophilie et d'Orange Mécanique pour son extrême violence. Avec Les Sentiers de la Gloire, c'est l'armée française qui est aussi critiquée par Kubrick, au-delà de son discours antimilitariste. Le réalisateur dénonce l'injustice militaire et le comportement de la haute hiérarchie française en s'inspirant de l'affaire des caporaux de soins, où lors d'une bataille perdue d'avance contre les Allemands, le général de la compagnie ordonne une mission suicide pour contrer les forces allemandes au maximum. Mais après une bataille dans les tranchées extrêmement difficiles et plusieurs alliés morts au combat, les soldats désespérés désobéiront, jugeant l'ordre insensé. Le général exigera donc des sanctions une fois de retour au camp, et certains soldats français seront fusillés pour abandon au combat ou désobéissance de l'ordre d'un supérieur. L'affaire des caporaux de soins avait été la plus médiatisée à l'époque concernant toutes ces affaires d'injustice militaire, car on estime en fait que 2000 autres soldats auraient été jugés pour des raisons similaires. Kubrick remettra en scène cette histoire à sa sauce, évidemment, en représentant les vils généraux en méchants du film, qui estiment que l'honneur et la mort au combat sont des choses bien plus importantes que la vie en elle-même. Kirk Douglas y interprète le médiateur, qui essaiera tant bien que mal de demander aux généraux de ne pas ordonner un jugement aussi sévère. Le film sort alors que la France se remet doucement de ces affaires assez étranges en Algérie et la guerre n'est même pas encore terminée. Donc évidemment, ça a pas plu de foufou dans le pays. Le film sera interdit en France, en Belgique et en Suisse pour son discours anti-armée française. Il sera finalement projeté en salle en 1975, soit 18 ans après sa sortie et 13 ans après la fin de la guerre d'Algérie, car évidemment considéré pour beaucoup comme un très grand film. C'est vrai qu'il est bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la guerre, on a fait le tour de la politique, maintenant il est peut-être temps de parler de cul. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un peu partout dans les années 70, il y avait un véritable épanouissement de la sexualité et de la liberté sexuelle. Extrêmement connue dans l'histoire des États-Unis, elle a aussi touché notre belle France et l'Asie tout entière. Montrons du cul et le romantisme du sexe, stoppons la stupide tradition du couple pour être plus libertin ou libertine. Telle était l'ambiance de l'époque. Je pourrais parler chez nous des valseuses, par exemple, de Bertrand Blier qui offre un discours assez libertin, mais j'aimerais plutôt vous parler du tout premier film érotique asiatique sorti dans les années 70, L'Empire des Sens. Un film qui se déroule en 1936, qui s'inspire d'une histoire vraie, où une ancienne geisha tombe amoureuse de l'un de ses maîtres, pourtant réputé pour enchaîner les conquêtes. Elle finira par ne pas supporter que d'autres femmes puissent profiter de lui et de son rang, et tombera dans la folie en lui coupant la queue et en se baladant avec. Cette histoire est réellement arrivée, c'est badant. Alors le premier scandale qui tournera autour du film, c'est le fait que ça soit raconté d'un point de vue féminin, à contre-courant du cinéma érotique japonais traditionnel, où en général ça visait un public masculin, et où la violence et l'humiliation étaient mises en scène. Mais Oshima, le réalisateur, veut que son film plaise aux femmes. Il faut comprendre que c'est assez nouveau pour l'époque. Le film représente aussi toute une époque de libération sexuelle. Le but du réalisateur est de lever le tabou de la représentation non simulée des rapports sexuels. Et on est parfois à la limite du porno avec notamment des gros plans sur des fellations par exemple. Mais le film, grâce à son esthétique, magnifie l'érotisme et le désir féminin, l'encourageant à s'épanouir davantage. À baiser quoi. Mais malheureusement au Japon il est interdit à cette époque, et je crois que c'est encore le cas d'ailleurs, de montrer les organes génitaux et leur pilosité. De plus, là-bas, le tabou sur le sexe est très fort. Il doit rester extrêmement intime et ne jamais être dévoilé. Donc, le film sort en 1976, à une époque où on est encore très fermé sur le sexe. Il va à contre-courant d'un mouvement cinématographique japonais traditionnel. La suite ne vous étonnera pas, le film sera donc interdit au Japon à sa sortie et le réalisateur sera poursuivi pour obscénité. L'Empire des Sens sortira dans son intégralité uniquement dans les années 2000, mais avec les scènes de poils et de cul floutées. En France, il sera classé film X dès sa sortie,
et ne disposera donc pas d'une sortie en salle. Voilà un film très intéressant que vous connaissez au moins sûrement de nom. C'est un film du grand Martin Scorsese qui retrace le destin de Jésus-Christ envahi de doutes. Le rôle titre est interprété par Willem Dafoe et montre le Fils de Dieu vivant une vie d'homme simple et succombant au péché de chair avec Marie-Madeleine. À sa sortie aux États-Unis, un mouvement de protestation de catholiques juge l'entièreté du film et sa scène finale blasphématoire. Donc le film, avant d'arriver en France, a déjà une réputation assez sulfureuse. Mais une fois sorti dans les écrans français, c'est l'hécatombe. Des manifestations sont organisées devant les salles avec tracts, banderoles, graffitis et prières de rue. Les protestations se radicalisent dans les semaines suivantes avec plusieurs attentats à la bombe incendiaire dans divers cinémas de France. Le plus grave aura lieu à l'Espace Saint-Michel sur la place du même nom à Paris. Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1988, un groupe intégriste de catholiques dépose un engin incendiaire dans la salle voisine à celle qui projette la dernière tentation du Christ. Et l'attentat fait 14 blessés dont 4 très graves. 5 personnes présumées coupables seront donc condamnées en 1990. Martin Scorsese reviendra sur ses actes, se disant horrifié par ses réactions. Étant lui-même un homme de foi, le réalisateur a toujours pesé le doute sur ce qu'il croyait, mais avait un respect pour Jésus et la religion qui ont une place importante dans sa vie avec les films. En voulant montrer sous forme de péplin un Jésus en proie au doute, il savait que des contestations auraient eu lieu, mais jamais de cette envergure. Vous vous doutez bien qu'à cause de cet événement tragique, le film sera interdit de suite dans toutes les salles françaises. Je vous conseille ce film car il est vraiment très puissant, c'est un très grand moment de cinéma, que vous soyez catholique ou pas, car Scorsese ne parle pas seulement de la vie du Christ, il parle de sexe, il parle d'argent, il parle de violence, de la peur d'exister, de la peur d'être soi-même, de la peur de croire au destin, de la lâcheté, de la trahison, du choix entre bien vivre et s'accomplir. C'est un film très intelligent et très brillant et on n'en sort pas indifférent quand on prend le temps de le comprendre. Ce que n'ont pas fait les manifestants, visiblement. Enfin dans les années 2000, alors après avoir inventé et réinventé l'épanouissement sexuel, avoir critiqué la politique, avoir critiqué la religion, avoir critiqué tout ce qui pouvait être critiquable, qu'est-ce qui pouvait rester pour continuer à polémiquer? Gaspard Noé. Juste Gaspard Noé. Irréversible, sorti en 2002 avec Vincent Cassel, Monica Bellucci et Albert Dupontel, a été un choc d'une violence extrême à Cannes. Personne ne s'attendait à voir un film aussi nouveau dans sa mise en scène. La spécialité du film est qu'il est monté de manière antéchronologique, c'est-à-dire qu'il est monté à l'envers dans le temps. On commence par ce qui aurait dû être la dernière scène du film et on remonte dans le passé au fur et à mesure. Au-delà de cette façon de filmer et de monter extrêmement cauchemardesque, le film est surtout très connu pour sa célèbre scène de viol de 15 minutes sur un seul plan. Vous avez bien entendu, une scène de viol de 15 minutes sur un seul plan. Il est aussi connu pour son utilisation de basses à 27 Hz de fréquence, ce qui est très proche de l'ultrason, et peut dans un son de home cinéma provoquer vertige et nausée. Donc à sa diffusion au festival de Cannes où il y a pas mal de bourgeois et de riches, beaucoup de personnes ne supporteront pas la scène de viol, beaucoup de journalistes quitteront la salle avant que le film soit terminé, et certaines personnes pendant la projection finiront même par s'évanouir. C'est vrai qu'en vrai il m'en a fait baver aussi ce film, il est chaud. Étant extrêmement cru, il n'a pas fait long feu dans les salles et la polémique à Cannes avait résonné dans toute la France. Les gens avaient peur d'aller voir cet ovni qui était irréversible. Certains iront même à demander à boycotter Gaspard Noé pour qu'il ne réalise plus aucun film. Il finira interdit au moins de 18 ans dans plusieurs pays comme l'Australie, le Québec ou la Nouvelle-Zélande, et finalement après moult discours, interdit au moins de 16 ans avec un avertissement et diffusé en salle en France. Le tunnel dans lequel a été tournée la scène de viol qui se trouvait dans le 17e arrondissement a été supprimé et détruit de la ville de Paris après la polémique du film. Et pour rendre le film moins frustrant pour les spectateurs, il a été remonté dans une version différente où l'histoire se passe cette fois dans l'ordre chronologique. Et ce n'est d'ailleurs que des années plus tard qu'on criera au génie artistique de Gaspard Noé à cette époque. C'est ouf, mais le film est très intéressant quand même. Dans les années 2010, le cinéma a souvent proposé des films plus critiques, polémiques et politiquement incorrects, à cause notamment de la politique du pays qui est de plus en plus contestée. Pour le film Un Français, son histoire est assez particulière. Le film démarre dans les années 80, on suit un groupe de jeunes skinheads qui arpentent les rues pour tabasser du gay, du noir ou du rebeu. Et on suivra pendant 1h30 la rédemption de l'un d'eux sur 30 ans qui finira par abandonner sa haine pour devenir quelqu'un de meilleur. J'aime beaucoup le film pour son souci du détail dans les époques, c'est vraiment très minutieusement fait et les scènes violentes sont assez frappantes. Lol. Et Alban Lenoir qui campe le personnage principal est vraiment incroyable. Le film a donc vraiment tous les codes pour être acclamé par la critique. Une bonne mise en scène, un bon jeu d'acteurs, mais seulement quand la bande-annonce sort, un séisme d'insultes, de haine et de menaces de mort seront infligés au réalisateur. Ces messages l'accusent de ne pas connaître son sujet, de donner une mauvaise image de l'extrême droite, les skinheads dans l'histoire suivant le discours de Jean-Marie Le Pen. À cause de ces accusations, il y aura même le camp adverse qui accusera le film de promouvoir la violence dans les rues et la montée de l'extrême droite.
alors que le film n'est même pas encore sorti. What the fuck? Au lieu de sortir dans plus de 150 salles, il ne sortira finalement que dans une cinquantaine dans tout le pays et ne restera pas plus de 2 semaines tombant dans l'oubli. Alors même si le discours dans le film est assez orienté et discutable, on se rend compte avec ce film qu'au fur et à mesure que le temps passe, la censure est de plus en plus tolérée. Les gens jugent, partagent, insultent le réalisateur, disent que le film est mauvais sans même l'avoir vu et détruisent du coup intérieurement le film et l'idée du réalisateur. Comment détruire une industrie? Vous avez la réponse. Et voilà donc pour ces 8 films ayant une vie assez difficile. Vous avez pu remarquer avec ces longs métrages que chaque interprétation et point de vue d'un réalisateur est politique, car en inscrivant son film dans une société fictive ou réelle, il montre ce qui lui semble important de montrer. Et quand ça ne plaît pas à tout le monde, l'intégrisme prend le dessus. La censure a toujours été au milieu de la culture. En donnant cette illusion de liberté d'expression dans une société juste et ouverte, l'artiste pense pouvoir exprimer ce qu'il a au fond de sa pensée. Et controversé ou pas, d'accord ou pas d'accord, il devrait avoir le droit de s'exprimer. Mais plus le temps passe, plus les lois l'en empêchent et plus le cinéma semble touché par cette censure. Mais comme je le disais, malheureusement, elle est tolérée par de plus en plus de personnes. À une époque, il était par exemple interdit et donc raciste de filmer des Afro-Américains en train de jouer des esclaves. Aujourd'hui, il est maintenant difficile de récompenser un bon film s'il n'a pas son niveau de quota de minorité dedans. La tangente change, mais à long terme, franchement, c'est pas forcément moins grave. Mais on parlera de ça plus en profondeur dans une prochaine vidéo avec notamment la plus grande arnaque du cinéma depuis sa création, les Oscars. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je mets pas mal de posts sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!